Et Saint Paul dit dans Corinthiens 1 Corinthiens au chapitre 8, verset 1, que la connaissance seule rend orgueilleux. Si la connaissance n'est pas doublée de la crainte de Dieu, on se perd. Et c'est bien ce qui s'est passé en Europe. Les gens se sont lancés dans la connaissance. Il y a les capacités industrielles qui ont été mises en place. Le 19e siècle est devenu quoi? On ne peut plus aller à la messe. Les évêques criaient attention, ce n'est pas comme ça, mais les gens ne voulaient pas suivre. Et ça a donné ce que vous savez, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, 1914, malgré les alliances qu'il y avait à l'époque, mais qui étaient des alliances qui excluaient Dieu. Il y avait une alliance autour de la France et la Russie et le Royaume-Uni. Il y avait une alliance autour de l'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie, etc. Ben, quand les problèmes se sont posés, ces alliances-là ont volé en éclats parce que ce n'était pas suffisant pour arrêter. La guerre a été difficile, comme vous savez. Près de 20 millions de blessés, je ne vous donne pas les noms des morts, 20 millions de blessés. Et pendant la guerre, la Vierge Marie disait aux gens de Fatima, faites attention, si vous ne priez pas en Europe, c'est ce qu'elle a dit aux voyants à Fatima, si vous ne priez pas, cette guerre va finir, mais il y en aura une autre. On vous a prévenu. Et ensuite, il y aura la Russie. La Russie viendra et vous serez surpris. Et vous savez comment ça s'est terminé? Dès octobre 1917, la Russie est effectivement venue. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Vous connaissez ce terme-là. Et vous savez ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'un pays puissant, comme la Vierge Marie l'a dit. Parce que la Vierge avait dit, si la Russie vient, il y a des nations qui vont disparaître. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la première victoire pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'Allemagne, sur le continent européen, c'était Stalingrad. Les troupes allemandes n'ont pas pu prendre Stalingrad. C'était foutu. La première victoire, c'était en Afrique, à la main. La première en Europe même, c'est Stalingrad. Et le reste, le système militaire soviétique s'est mis en place et s'est retrouvé aux portes de Berlin. Rien n'a résisté à Staline. La Vierge Marie avait prévenu. Quand les Américains ont constaté que les Russes étaient déjà à Berlin, ils ont dit, si on ne se lève pas, l'Atlantique est à 2 pas de Berlin. Donc toute l'Europe serait envahie par l'Union soviétique. C'est pour cela que les États-Unis se sont levés et on a organisé rapidement ce qu'on appelle les accords de Yalta. Je vous les rappelle seulement puisque vous le savez. Alors, et puis quoi d'autre? Ils se sont arrêtés à Berlin, mais le frisson traversait toute l'Europe, puisque vous savez que de temps en temps, on entend dire « ils viennent ». En France, personne n'a la peine, on se dit « les soviétiques viennent ». Et le père Filet allait voir Marc Robin pour dire « ah, on a dit qu'ils viennent ». On a dit, et Marc Robin de dire « non, ne t'inquiète pas, la Vierge Marie apparaîtra ». Et c'est comme ça qu'il y a l'appellation de l'île Bouchard, que vous connaissez, en 1947. La Vierge Marie est arrivée avec l'archange Gabriel. Vous le connaissez aussi. L'appel à joie du Christ. Alors, c'était donc comme cela. La Russie était très puissante. Elle est restée très puissante puisque en 1961, elle a été en mesure d'envoyer dans l'espace un individu. C'était la première personne dans l'espace, dans un engin qui tournait autour de la Terre, c'était Gagarin. Comme vous le savez, c'était en 1961. Les États-Unis, qui étaient la puissance voisine, c'est seulement quand John Kennedy a été élu en 1962 qu'il a mis en place une politique de conquête de l'espace qui a abouti à l'alunissage que vous connaissez également, John Glenn, sur la Lune, donc pour essayer de rééquilibrer. Mais en 1961, la Russie était déjà dans l'espace. Cela est très important pour nous, ces rappels-là, parce que nous ne savons pas toujours ce que nous admirons. C'est pourquoi le Père m'a dit de vous le rappeler de façon particulière. Et la Russie est restée très puissante parce que, et ça revient à la colonisation, vous savez, dans le livre de Lévitique, on dit que 50 ans après,
il faut libérer les esclaves. Mais nous, depuis la fin 19e jusque vers 1950, nous étions colonisés. Nous avons été réquisitionnés pour tout. Mais l'arrivée de la Russie, c'était comme le ciseau ou les rasoirs tranchants que le Seigneur est parti louer de l'autre côté de l'Euphrate pour libérer les Africains. Et c'est ainsi que, grâce à la Russie, principalement, les idées de liberté, les pauvres, vous pouvez ceci, les pauvres, vous pouvez cela, ça a donné ce que vous savez, les guerres d'Indochine, la rencontre de Bandung, la guerre d'Algérie, nous étions déjà indépendants en 1960, on a pensé qu'il valait mieux se débarrasser des gens, sinon ça n'allait plus. De la sorte, c'est quand, comme le disait la Vierge Marie, le pape Jean-Paul II a consacré le monde au cœur immaculé de la Vierge Marie, particulièrement la Russie, que la Russie même a fini son mandat à la Russie soviétique. C'est ainsi que, donc, un an après cette consécration, ça a changé. La Russie a commencé par tomber comme un château de cartes. J'étais au Burkina cette année-là quand j'ai vu un ambassadeur soviétique venir déposer des gerbes de fleurs à Yagma, au sanctuaire mariage. Je dis, oh, quelqu'un qui était communiste vient déposer une gerbe de fleurs à la Vierge Marie. C'est que les temps ont vraiment changé. La paix et la joie du Christ. Donc voilà en ce qui concerne ce phénomène-là. Et nous avons... Il est 45 minutes. Dieu soit béni. En dehors donc de cette guerre qui a secoué, et qu'il y a eu la seconde qui a secoué, comme j'ai déjà dit, il y a ce que nous connaissons ces derniers temps, c'est-à-dire la crise, les crises répétées, parce que, comme vous le savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dégâts étaient vraiment énormes. Et au niveau mondial, les gens se sont dit, il faut faire quelque chose pour relever les pays, parce que si on ne faisait pas quelque chose pour relever les pays comme l'Allemagne vont devenir complètement russes, même la France ne s'en sortirait pas après les bombardements, etc. Donc c'est comme cela qu'il a été décidé de mettre en place ce qu'on appelait le plan Marshall, que vous connaissez sans doute aussi, que vous connaissez, merci. Alors, ils se sont répartis les ressources, et pour ceux qui n'avaient pas accès, par exemple, à ces ressources du plan Marshall, c'est pour eux qu'on a créé ce que vous savez aussi qu'on appelle le programme des Nations Unies pour le développement. C'est un répondant, c'est-à-dire les pays pauvres, à un moment donné, ils ont trouvé des avocats pour défendre cette thèse, puisqu'on a créé les Nations Unies entre-temps, et on a dit, on va mettre en place également un programme de crédit pour ces pays-là. C'est ça qu'on a appelé les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, qu'on appelle le PNUD dans nos différents pays. Alors, ces ressources du plan Marshall, qu'on appelait le plan Marshall, ça a permis justement de ce qu'on appelait les 30 glorieuses, c'est-à-dire entre la fin de la guerre et 1973 en Europe, vraiment c'était un boom économique, un boom social, les enfants naissaient, les industries ont repris, etc. Les problèmes se poseront seulement quand il y aura la crise pétrolière de 1973, que vous connaissez aussi, que je ne vais pas rappeler. Alors, nous avons depuis une autre crise encore un peu plus lourde de ces pays. C'était l'été 2007, puis les dettes ont commencé par s'installer. Vous les connaissez, ces dettes-là, la crise. On a parlé de subprime. Les dettes, par exemple, des États-Unis s'élèvent à 8,5 trillions de dollars. Et pour financer cette dette, les États-Unis émettent des bons de trésor. Si nous prenons par exemple l'Europe, la dette publique atteint 79% de leur produit intérieur. La France, par exemple, est le premier emprunteur d'Europe, parce qu'il ne s'en sort pas seul, avec 450 milliards d'euros pour la France. Si nous prenons l'Italie, 393. Si nous prenons l'Allemagne, 386 milliards d'euros. Si nous prenons le Royaume-Uni, 279 milliards. Je dis ça rapidement, comme vous ne prenez pas note, je vais vite. Donc, malgré ces difficultés-là, il y a toujours un réseau bien monté qui permet, par exemple, aux épargnes des pays du Sud de retourner dans ces pays du Nord
et de leur permettre de maintenir leur train de vie parce que, comme vous savez, quand vous visitez les pays européens, vous savez qu'ils ont été construits aux frais des autres. C'est aux dépens des autres qui se sont construits. Tout le monde est d'accord qu'en Europe, aucun député n'a les ressources propres pour faire sa campagne électorale. Et que c'est vers nous, c'est vers nos pays, c'est vers nous qu'ils viennent pour que. Et ces temps derniers, c'est un peu compliqué parce que beaucoup d'autres puissances sont en train d'arriver dans la zone et c'est un peu difficile. Je dis quoi? Je veux dire par là que si vous circulez dans Cotonou, sur 10 véhicules que vous trouvez dans la circulation, il y en a 9 ou 9,5 qui sont japonais. La paix, la joie du Christ. Et nous sommes dans un contexte où même quand les sociétés sont bénéficiaires, on continue de licencier. C'est sur cette base-là que les gens créent leur fortune. Et cette dernière crise, je voudrais citer à nouveau un économiste togolais. C'est le monsieur William Bolouvi qui disait que les transferts d'épargne sont vraiment forts et que ça donne des commissions pour les intermédiaires, des commissions vraiment exorbitantes. C'est des choses que nous ne connaissons pas, mais que nous devons apprendre à connaître au niveau du renouveau. En quoi cette dernière crise a été un problème pour nous en Afrique? C'est déjà que les gens ne peuvent plus acheter ce qu'ils achetaient, puisque comme vous savez, nous sommes dans des incohérences importantes, en ce sens que nous produisons du coton, mais nous ne le consommons pas vraiment. Nous consommons du riz, mais nous ne le produisons pas vraiment. Ce que nous produisons vraiment, nous ne le consommons pas. Et nous sommes toujours en train de négocier pour obtenir que les autres ouvrent leur marché à notre produit, comme par exemple le coton. Et nous reprochons à ces pays-là de subventionner les producteurs de leur pays. À un moment donné, nos chefs d'État se sont même mis dans la danse, les grands producteurs de coton de notre région. Ils ont fait une délégation de haut niveau pour aller négocier avec les pays pour dire « Ah, il faut nécessairement que vous réduisiez les subventions que vous donnez à vos producteurs parce que ça, ce n'est pas un avantage pour nous. » Donc, nous avons pensé qu'on peut aller négocier avec les autres pour obtenir qu'ils suppriment les subventions qu'ils donnent à leurs cotonculteurs. Et c'est mal comprendre le système social. Eux, ils sont dans des sociétés où ils sont élus. Subventionner la production de coton dans un pays comme les États-Unis, dans un pays comme la Grèce, c'est aider ceux qui m'ont porté au pouvoir, c'est tout. Ça n'a pas une autre sens. Mais en Afrique, nous ne soutenons pas nos producteurs. Ouais. L'Europe soutient les productions de viande et ça permet par exemple d'avoir la viande au Bénin ici avant la dévaluation, pour avoir le kilo de viande sans eau à 600 francs, à 500 francs. Alors qu'au marché, vous l'avez à 900, 1000 francs, etc. sur place. Et ils subventionnent. Nous, on leur dit, on négocie, on leur demande d'arrêter. Et l'Organisation mondiale du commerce se bagarre pour que on nous répare, il y a des réparations. C'est vrai. Mais eux ne laisseront jamais tomber leurs producteurs. Jamais. C'est nous qui n'avons pas de politique précise dans la matière. Au niveau de la francophonie, nos réunions s'étaient tenues ici à Cotonou, à l'hôtel Marina, où les diplomates africains eux-mêmes ont constaté que cette thèse-là des États africains était mal élaborée parce qu'ils n'avaient pas une formule B. Ils n'ont pas prévu quelle réaction avoir si les États refusaient de donner, s'ils refusaient d'arrêter les subventions. Ouais. Donc, c'est une question importante pour nous, le problème de la production agricole. Et c'est cette question-là, cette condition de vie, ces licenciements, même quand on est bénéficiaire, de faire me dire de rappeler que c'est cela que nous admirons. Est-ce que c'est cette société-là qu'il nous faut? Une société qui s'éloigne de son amour, une société qui ne le craint pas, où l'homme n'est rien du tout malgré la loi. On fait même la loi, c'est-à-dire
on dira que la loi autorise, de toute façon, on a la majorité, et c'est comme ça qu'on a autorisé les avortements. Mais tous les chrétiens européens savent, dans leur âme et conscience, que leur conscience n'est pas en paix, même si la loi autorise l'avortement. Nous sommes d'accord sur ça. On a entendu des aumôniers, des prêtres confesser des gens dans les hôpitaux. Vraiment, c'est dramatique. Donc, il n'est pas bon que nous, en Afrique, nous continuons d'admirer cela, parce que ce sont des gens qui ne respectent pas Dieu. Qu'est-ce que nous devons admirer? Nous devons admirer l'étape où nous sommes.